Bienvenue pour ce live de 3A ABP. Aujourd'hui, nous recevons Mona Azam. Alors, je vais inviter Mona. J'espère que vous allez tous bien, que la connexion est OK. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous dire si c'est OK. Alors, Mona. Mona. Et c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Mona. Bonjour, comment vas-tu? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Parfait. OK, nickel. Bienvenue à Brigitte. Merci alors je vois pas tous les noms qui s'affichent. Il y a beaucoup de monde qui se connecte. Merci d'avoir accepté ce live et pour cette rencontre d'auteurs. Merci à toi de l'avoir organisé. Oui, tu vas bien? Oui, très très bien. Et toi? Oui, ça va. Alors, on va commencer. Je vais faire une petite présentation de ton parcours. Donc, tu es né en Côte d'Ivoire. Tu es professeur de lettres à l'Éducation nationale, À spécialisé dans Montpellier. le FLE. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le FLE pour ceux qui ne connaissent pas? Alors aujourd'hui, je suis prof de lettres, mais pendant plus de 20 ans, j'ai été prof de FLE et formatrice de FLE, justement. Le FLE, c'est le français langue étrangère. C'est une manière d'enseigner le français différemment, dans le sens où on adapte les pratiques pédagogiques aux étrangers qui sont primo-arrivants et primo-débutants en français. Donc, c'est une pratique d'enseignement qui est basée sur essentiellement la communication et la réflexion logique autour de la langue et comment amener un étranger à s'approprier notre langue, qui reste une langue difficile à parler, à écrire. Donc, c'est basé sur beaucoup d'activités ludiques et ça fait appel aussi à tout ce qui est interculturalité, puisqu'on se focalise beaucoup sur la culture que l'on passe par le biais de l'apprentissage de la langue. Excuse-moi, j'ai le chat qui fait On des siennes à l'entend. côté. Pousse-toi, gribouille, ça suffit maintenant. Excusez-moi, les aléas du direct. Et donc, tu as été, tu es fondatrice et dirigeante chez Erasme. Oui, c'est fini. C'est une page de ma vie qui est tournée. J'ai fait ça pendant 15 ans. Donc, c'était effectivement un organisme de formation destiné aux étrangers qui venaient à Montpellier apprendre le français et aux Français qui faisaient de l'anglais en entreprise, anglais commercial et anglais des métiers. Donc, au bout de 15 ans, j'ai cessé mon activité de dirigeante de Erasme et je suis revenue à la littérature et à l'éducation nationale. D'accord. Tu as enseigné également à l'université de Saint-Joseph de Beyrouth. Oui, quelques modules, oui, en littérature comparée. C'est tout un Ouais. parcours. Et en lycée à Beyrouth aussi. Et donc, ta passion, c'est vraiment l'écriture et la transmission des mots, de l'écriture, tout ce domaine qui est le tien. Oui, tout ce qui baigne autour du mot, de la langue, de l'écriture, de la lecture. On a un patrimoine qui est d'une richesse infinie. Et par le biais de la langue, on véhicule quand même nos valeurs qui sont très importantes aujourd'hui dans un monde qui se fracture davantage et qui se centre de plus en plus sur les individus. Je crois que la seule manière de ramener tout le monde vers une vie essentielle, c'est la culture qu'on a, la littérature qu'on a, et c'est aussi d'une certaine manière protéger notre langue, qui est quand même très belle et très fine, et grâce à laquelle on peut créer des univers vraiment d'une richesse infinie. On n'a pas fini de l'exploiter. Ouais. Merci à tous ceux qui rejoignent la vidéo parce que je vois qu'il y a plein de gens qui se connectent au fur et à mesure. Donc, en fait, toi, tu as toujours écrit ou c'est venu plus tard au fil de ta vie? Je crois que j'ai commencé à écrire très tôt, je devais avoir 6 ou 7 ans, mais j'écrivais essentiellement des poèmes. Moi, je suis venue à l'écriture par la poésie d'abord. Je me Ouais. définis comme poète avant tout, parce que l'alchimie des mots, la magie des mots
pour moi, c'est quelque chose qui a vraiment une importance capitale pour moi. Et oui, j'ai même un premier roman que j'avais écrit à l'âge de 12 ans, hein, Ah, que j'ai retrouvé pendant le confinement en faisant des rangements. C'est drôle, c'est marrant, mais c'est un roman quand même, hein, il y a toute une eh trame. ben, oui, bien sûr. C'est très intéressant. Mais j'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit. Alors, je n'étais pas douée pour les mathématiques. Et mes professeurs de mathématiques toléraient le fait que pendant les cours de maths, je sois en train d'écrire sur mon cahier de maths autre chose que des chiffres, plutôt des lettres. Ah, alors ça, c'est vraiment des bons profs. Oui, 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 je leur en suis reconnaissante. Ils ont lâché l'affaire, hein. Ils ont compris que c'était pas là, ça m'intéressait pas, que je n'avais pas cet esprit. J'ai beaucoup de rationalité en moi, mais les chiffres, pour moi, ça n'a jamais parlé, en fait. Et je crois que mes prises de position aussi contre cette puissance aujourd'hui de l'argent, du capitalisme, de tout ramener à ce qu'on a, à ce qu'on possède plutôt qu'à ce qu'on est, je trouve ça aberrant et malheureusement, on finira par en payer le prix un jour. Quand on aura compris que ce n'est pas la masse des choses qu'on accumule qui compte, parce que quand on va mourir, on n'emportera rien. Ce sont plutôt les actions que l'on a pu mener dans notre vie et les combats qu'on a pu aussi, dans lesquels on a pu s'investir parce qu'on y a cru. Je suis entièrement d'accord avec toi. On n'emporte rien avec nous après, hein. Pas du tout. Ça, voilà. Certains Donc, laissent des traces à travers l'écriture. C'est aussi une manière de laisser des traces et de partager, mais c'est tout ce qui restera de nous, le souvenir qu'on aura laissé. d'ailleurs, c'est pas anodin ce que tu dis parce que tes livres sont édités aux éditions La Trace Pour la plupart, certains, et Vibration Édition et aussi. Vibrations pour la poésie, ouais, Et ouais. bientôt, Edicart, Et Montpellier. bientôt Bicart, tout à fait. Alors en fait, tu as commencé par être édité pour Nous nous sommes tant payés. Non, le premier, c'était Sur l'oreiller du sable chez l'Harmattan, D'accord. un roman sur les rencontres que l'on peut faire dans la vie qui, euh, qui peuvent justement nous surprendre et auxquelles on ne s'attendait pas et qui Ouais. servent à révéler ce qu'on est. Au-delà de la rencontre, ce sont des moments de vie qui nous permettent finalement d'apprendre à mieux nous connaître nous-mêmes. Donc le Et donc premier, c'était Sur l'oreiller du sable, oui. il y avait Dans le silence des mots chuchotés, préfacé par Jean-Michel de la Comté. Est-ce que Tout tu à peux fait. nous en parler un petit peu? Alors, c'est un recueil de poèmes, Oui. essentiellement, de nouvelles, pardon, poétiques, effectivement, c'est pour ça que je dis poèmes. Il s'agit de trois nouvelles. La première se déroule en Afrique, où justement un Parisien part à la recherche de la femme aimée en Afrique, sans savoir qu'en fait, au terme de son voyage, la seule femme aimée qu'il pourra retrouver, c'est l'Afrique elle-même. J'ai choisi ce thème parce que la civilisation a commencé en Afrique et qu'elle se terminera de toute façon en Afrique. La deuxième nouvelle se déroule sur le parvis de Notre-Dame. C'était avant l'incendie, hein, je ne sais pas si c'était prémonitoire. Et donc, il s'agit d'Esmeralda qui rencontre Vincent, qui a déjà vécu sa vie, Vincent, un veuf, une personne âgée, et Esmeralda qui traîne derrière elle toute une besace de douleur et de regrets. Et c'est parce qu'elle a connu Beyrouth, justement. Et c'est Vincent qui va l'aider à trouver son chemin, hein, Ouais. au point zéro de toutes les routes de France, quoi. Et la dernière nouvelle, donc, c'est une nouvelle qui rêve d'un monde poétique où la République serait une république de poètes et dans Mmh. laquelle les citoyens n'auraient qu'un seul devoir, celui d'écrire le monde à travers la poésie. Donc c'est un rêve pieux, mais ça reste un rêve et l'écriture permet de rêver justement d'un monde meilleur. Et justement, l'écriture, son rôle, en fait, voilà. Bon, du coup, on va pas du tout faire, parce que là, je vais rebondir sur ce que tu dis. Pour toi, quel est le rôle finalement du poète dans la transmission, en fait? Qu'est-ce qu'il doit transmettre pour toi, en fait, au-delà des mots? Les valeurs qui lui sont chères
et qui sont celles Ouais. de l'humain, du partage, du respect de l'autre. Euh, et, euh, et je dirais aussi l'une des valeurs la plus intrinsèque, c'est celle de l'amour. Parce que sans amour, le monde serait d'une tristesse et d'une banalité. C'est parce qu'on aime que l'on peut changer le monde. Dès le moment où on n'aime plus, il n'y a plus le moteur. On aura beau dire, l'amour est essentiel des relations humaines. Bah, aujourd'hui, alors c'est vrai que tous tes livres, enfin notamment, moi j'ai lu Ulysse Savy. Oui. Alors donc ces livres en fait c'est un chant d'amour universel. Hein. Faut le dire quand même sur tous les méandres et bon malheureusement toujours d'actualité parce que la guerre elle est tout le temps partout tout le temps. Euh, donc c'est vraiment pour les peuples qui sont en souffrance. Hein. Là, c'est l'histoire d'Ulysse qui bosse dans une start-up spécialisée donc dans les placements financiers. Il dit OK, je lâche tout, je vais écrire mon roman parce que son rêve c'est d'écrire un livre. Il part dans le détroit de Gibraltar dans un phare, donc complètement isolé, et finalement la vie va lui, quelque part, lui sauter à la gueule, hein, la souffrance d'un peuple à travers le naufrage d'un bateau, d'une enfant qui est rescapée et qui va sauver. Et, euh, et donc, lui, il veut vivre son aventure intérieure et finalement, il va vivre une autre aventure, mais qui va être aussi intérieure, mais qui est vraiment en lien avec l'actualité. Et donc, il va sauver cet enfant, Maïmouna, de ce naufrage. Et donc, est-ce que tu veux développer par rapport à ça, par rapport à cette thématique, puisque je lis un petit extrait tout à l'heure. Euh, Ulysse croit écrire son roman. Et Ulysse croit dire, finalement. Mais en réalité, il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire tant qu'il n'a pas rencontré Maïmouna. Et la véritable histoire qu'Ulysse portera, ce sera plutôt l'histoire de Maïmouna. C'est ça. Celle pour laquelle il trouvera le dit, il trouvera les mots. Comme tu as pu le lire, à partir de la deuxième partie du roman, le ton change, le rythme change, le vocabulaire change. Et en fait, c'est un peu l'itinéraire d'un écrivain qui se cherche à travers Ulysse et qui ne pourra se trouver que dans sa relation avec Maïmouna, dont elle fera d'Ulysse le scribe, elle le fera aussi de lui un griot, afin qu'il chante comme Homère, un chant d'humanité, un chant universel, au nom de, non pas de Maïmouna uniquement, mais de toutes ses semblables, et de tous ceux et de celles qui, aujourd'hui encore, en Méditerranée, laissent leur vie. Et c'est un roman qui me tenait à cœur, et à un moment, je pense que l'écriture doit aussi s'engager. Un écrivain doit choisir de s'engager pour défendre des causes qui lui sont chères et essayer, à travers la fiction, de faire passer des messages pour que, quelque part, on ait une conscience un peu plus éveillée. Parce que dire ça n'arrive qu'aux autres, c'est trop facile. Dire que bon, ben, ça se passe en Méditerranée et puis c'est terminé. Ce n'est pas un migrant, ce n'est pas une simple image sur un écran de télévision, ce n'est pas un simple titre à la une d'un journal, c'est une vie humaine. Et comme tout être humain, je rappelle hein, la Déclaration des droits de l'homme, tout être humain a les mêmes droits, quel qu'il soit et quelle que soit sa nationalité. Après, c'est aujourd'hui, on est face à d'autres migrants hein, qui fuient d'autres conflits. Hein, c'est proche de nous. Euh, J'espère, en tout cas, que ces migrants européens, puisque c'est ainsi qu'on les qualifie, ne, ne feront pas oublier d'autres migrants qui fuient eux aussi des conflits aussi graves. Aucun migrant n'abandonne son pays de plein gré. Personne n'aime être apatride. Et toute personne qui quitte son pays rêve d'y retourner un jour. Donc à un moment, il faut arrêter d'avoir des... On entend trop de discours, moi qui me choque. Euh, Quitter son pays, être apatride, ce n'est pas une question de couleur de peau, ni d'origine, ni de religion,
ni de nationalité. C'est un problème crucial et tout le monde doit se sentir concerné. Et c'est le rôle de l'écrivain, je pense. Non, mais en plus, ça ressort vraiment très très bien dans le livre, où il se pose la question, euh, parce qu'en fait, euh, ben, on sent que dans le livre, pareil, il réalisait pas que c'était que des images pour lui, enfin, voilà, et jusqu'à ce qu'il le vive vraiment et qu'il voit la situation, qu'il soit confronté à la situation en se disant, bon, ben voilà, c'est l'expression se mouiller, quoi, hein, Tout puisqu'il à fait. va, voilà. Et à un moment donné, il se pose vraiment la question, est-ce que je dois la déclarer, est-ce que je dois pas la déclarer, parce qu'elle va être envoyée dans son pays. Il y a toutes ces questions qui se posent. Et finalement, il était complètement creux là, quand il est arrivé dans son phare, en se disant, bon, il n'arrivait pas à écrire, il attendait le ravitaillement, son pote qui lui dit, t'en es où? Ben, en fait, en réalité, il en était nulle part. Mais effectivement, quand il va être confronté à cette situation, c'est ce qui va nourrir son écriture, mais en même temps, qui va lui faire prendre conscience qu'écrire, euh, ça vient des tripes et Oui, des sentiments oui. et de l'engagement qu'il peut rencontrer et de tout ce questionnement, puisque finalement il va pour se découvrir, mais il va découvrir autre chose, mais il va se redécouvrir lui-même. Et ça, c'est hyper bien. Le fil vraiment sur toutes les parties, elles sont, enfin, c'est extrêmement bien écrit et c'est hyper touchant. Et ce livre, il est très très bien accueilli, hein, tu m'avais dit, par les élèves quand tu vas dans Et, les écoles. les adultes, tout comme les jeunes, hein, Ulysse leur parle, Ulysse les touche. Et on mesure, hein, ne serait-ce qu'à travers la lecture d'un roman, que finalement, on a beau dire, mais les jeunes sont à l'écoute. Et les jeunes sont en recherche justement de valeurs qu'on puisse ancrer en eux. De tous les jeunes que j'ai pu rencontrer et qui ont lu Ulysse a dit, j'avais devant moi des personnes qui prenaient conscience réellement d'un problème qui jusque-là n'était qu'un fait médiatique. Et c'est très intéressant parce que on peut se dire que plus tard, ces jeunes qui à la base n'ont fait que lire hein, un roman, comme ils auraient pu en lire d'autres, ce seront peut-être les personnes qui plus tard iront s'investir et iront à leur tour continuer le dit d'Ulysse à leur manière. Hein, je tiens à préciser que SOS Méditerranée fait un travail fabuleux, qui est à saluer, qui est digne, qui n'est pas assez porté par les autorités. Ils ont besoin d'être mis en lumière. Et moi aussi, c'était un peu mon but, c'était justement de dire que Ulysse, c'est ce jeune homme, c'est cette femme qui est à bord d'un bateau pour SOS Méditerranée et qui fait ça tous les jours. Et des histoires de vie, ils en ont des tas à rencontrer. On peut tous, chacun à une petite échelle, contribuer justement à limiter les dégâts qui aujourd'hui font du mal à notre humanité, à notre monde. On ne peut pas rester les yeux fermés parce que ça nous concerne, parce que ça peut nous arriver à n'importe Tout quel à moment. fait. Voilà. Alors, je voulais savoir, donc je vais lire un petit extrait, puis après on va parler un peu de ton process d'écriture. Alors, est-ce que c'est moi ou il y a un écho? Est-ce que vous pourriez me faire des commentaires? J'ai l'impression qu'il y a un écho quand je parle, non? C'est bon? Moi, je n'entends pas d'écho, non. Ok, parfait. Alors, un bruit fracassant le força à ouvrir les yeux, et il le vit. Semblable à une plume blanche, les flancs éventrés contre les récifs. Un voilier gisait là, prisonnier marin. C'est alors qu'il l'aperçut, au travers d'un rideau d'écume. Là-haut, au-dessus de sa tête, hissé à une corde, se balançait un corps frêle. Donc là, vraiment, cet extrait-là, ça montre vraiment l'immensité quand même du dégât entre ce gros bateau et cet enfant qui doit être taillé comme Jiminy Cricket, qui doit être morte de faim et qui est accroché comme ça, et, et dans la tempête. Hein. Et moi, enfin, personnellement, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée et que je trouve important. Il y a des images qui sont fortes en fait, dans le livre. C'est très bien décrit quand ils sont à l'intérieur du bateau. Donc je peux pas en dire trop parce qu'il
voilà. Et je voulais savoir comment tu avais un peu écrit ce livre, quel a été ton processus d'écriture pour ce bouquin. Alors, Brigitte te signale qu'effectivement, il y a un écho. Donc, Oui, voilà, merci Brigitte. elle vient de le préciser. Alors, Alors, tu sais quoi, pourquoi je regarde si j'ai pas de... Euh, non, je sais pas, je comprends pas. C'est la première fois que ça me le fait. Bon, je vais faire attention alors. sur le processus de l'écriture, alors Ulysse a dit, c'est quand même une écriture assez cinématographique, très visuelle. J'ai vraiment pris du temps pour rendre justement vivante et dynamique chacune des scènes. J'ai également accordé beaucoup d'importance aux sonorités afin de rendre à chaque fois les sensations vraiment vivantes. Et donc avec l'arrivée, le naufrage du bateau, on a le regard de la caméra, hein, qui est là et qui filme à travers l'écriture et qui s'arrête à chaque mouvement, à chaque bruit, à chaque couleur. La deuxième partie du roman, celle de Maïmouna, justement, elle a été, enfin, je l'ai travaillée en deux temps. Une première partie à l'écrit et la deuxième partie, dans un deuxième temps, je l'ai entièrement travaillé à l'oral. J'ai fait comme Flaubert, j'ai gueulé mon texte plusieurs fois parce que Ulysse, je voulais en faire un griot et que les griots dans la tradition africaine ont servi à, à tous ces contes et à toutes ces légendes africaines de perdurer, puisque c'était une transmission orale et le griot la transmet de père en fils et ainsi de suite. Et pour captiver euh, son auditoire, il fallait justement que le griot maîtrise bien l'oralité de la langue. Et donc la deuxième partie du roman, je l'ai vraiment entièrement travaillé à l'oral, ce qui donne un peu l'impression d'un long chant homérien, un long poème, avec ses cadences, avec ses rythmes, avec ses sonorités. Ça a été très prenant, mais je suis fière du résultat. Combien t'as pris l'écriture du De livre? Ulysse a dit, Ouais. alors je ne saurais pas quantifier parce que j'ai une manière d'écrire qui est assez particulière. Je suis habitée par mes personnages. Je vis avec eux, ils sont dans ma tête. La trame est dans ma tête. Le roman s'écrit dans ma tête et ça a pris un an et demi. Et au moment où je crache mes mots sur le papier, tout est là. En fait, chaque mot, chaque virgule. Oui, une année et demie pratiquement, presque 18 mois. En relecture? Oui. En écriture et en relecture, oui. Et donc là, aujourd'hui, tu tournes beaucoup. Je vois qu'il y a une très, très grosse actualité. C'est quoi ton agenda là en ce moment? J'ai l'impression que tu es partout sur tous les fronts. Oui, parce qu'en fait, il se trouve que j'ai deux parutions, hein, cette année. Donc, Oui, Amine, qui vient de paraître en janvier aux éditions La Trace, et le petit dernier, Nomade, qui est paru le 1er mars chez Vibration chez Édition. Vibration. Voilà, donc un roman sur le Mali. Ce qui fait que oui, j'ai beaucoup d'échéances, j'ai beaucoup de rencontres parce que ben, il faut porter deux romans, ce qui n'est pas évident. Mais en général, c'est toujours un plaisir d'aller à la rencontre des lecteurs. Donc demain, dans la région lyonnaise, le week-end prochain en Haute-Savoie, à Thonon-les-Bains, et le week-end d'après à Paris, le vendredi 25 à la librairie L'Instant, et le samedi 26 à la FNAC Parly 2 de Versailles, et ainsi de suite. Donc ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. Et j'avais une question. Est-ce que tu pourrais nous présenter Amine? Alors Amine, c'est un peu mon bébé. Amine, c'est cet enfant venu d'ailleurs du Sahel, parachuté dans un lycée à Annecy en plein hiver au mois de décembre
Donc l'enfant d'Afrique qui découvre le froid, la neige, et qui va être parachuté en plus dans un univers hostile parce qu'il ne maîtrise pas la langue et qu'il ne connaît pas les codes, il ne connaît rien de la culture dans laquelle il arrive. Il est mis d'emblée en sixième parce qu'il a l'âge légal d'être en sixième, même s'il ne parle pas un mot de français. Et le petit Amine va avoir la chance de rencontrer une prof de français, Madame Maya, qui va le pousser au-delà de ses limites à travers son apprentissage de la langue française, à travers cet amour qu'elle porte en elle pour ce petit venu d'ailleurs et rejeté par tout le monde. Et elle va lui transmettre l'amour de l'écriture, puisque Amine sera écrivain plus tard en grandissant, tout en ayant vécu une enfance très compliquée en France, puisque à Annecy, rejeté par les autres élèves de sa classe, à l'exception d'un petit Théo qui va le prendre sous son aile, Maya, la prof, rejetée par l'équipe éducative qui, évidemment, a catalogué Amine comme le cancre et qui le met au fond de la salle et qui ne concevra pas à leur juste valeur les efforts d'une prof pour sauver un petit. Et donc, on a dans ce roman, en fait, pour résumer, parce que je ne veux pas, je veux laisser les lecteurs le découvrir, on a mon rêve de l'école idéale, une école pour tous, une école avec tous, et dans laquelle on mettrait au centre l'humain et ses besoins. Et je suis en train de me poser la question en même temps que tu parles. Est-ce que finalement, c'est pas quelque part aussi une critique, enfin pas une critique, mais une analyse du système de l'éducation nationale aujourd'hui qui est pas forcément fait pour tout le monde. Justement, moi j'entends beaucoup, enfin on est dedans, hein, c'est la grande mode, l'école inclusive, l'école je ne sais pas quoi, les profs qui foutent rien. Oui, alors ça, c'est pas vrai, hein. Alors là, je suis désolée. Il y a quand même ce discours, hein, il faut l'entendre aussi. Oui, il y a de ma part une volonté de dire, mais l'école, ce n'est pas la politique. L'école n'a pas besoin de mesures politiques. L'école, elle a surtout besoin de Du même. de moyens humains d'abord. Elle a besoin de professeurs passionnés, de professeurs motivés qui ont besoin de sérénité pour mener à bien leur tâche, qui est, à mon sens, c'est l'un des plus beaux métiers du monde, parce que des années après, quand on croise des élèves qui ont commencé à construire leur vie et qui nous disent merci, tout simplement, mais c'est le plus beau cadeau. Et ça justifie toute la fatigue. L'école n'est pas enfermée dans des données bureaucratiques. Non, l'école, c'est d'abord une histoire d'être humain. Et j'aimerais que ça change parce que l'apprentissage, c'est pas une question d'âge. C'est pas parce qu'on a tel âge qu'il faut aller en sixième. C'est pas. Non, il faudrait qu'on arrive à un système où l'école s'adapterait justement aux besoins des élèves. Finalement, à quoi ça sert l'école? À construire le citoyen de demain. Et je crois que la tâche est lourde. Et je crois que beaucoup plus que tous les politiciens réunis, nous avons cette lourde responsabilité. Parce qu'au final, à la fin de chaque année scolaire, je me pose la question, je me dis, qu'est-ce que je leur ai transmis? Non pas sur les auteurs, non pas sur le programme littéraire, mais qu'est-ce que je leur ai transmis? Quelles sont les valeurs qu'ils garderont? Quelles sont celles qu'ils défendront? C'est ça l'école. C'est un partage de vie, en fait, et d'expérience. Ben, c'est très beau et en tout cas, heureusement qu'il y a des profs comme toi aussi qui transmettent ces valeurs-là et c'est hyper important. Voilà, pour avoir des amis qui sont dans l'enseignement, c'est pas toujours facile. Très Euh, compliqué. Oui. et il y a de grosses frustrations sur notamment ce qu'on aimerait transmettre par rapport au niveau des élèves où on se dit mais Et les c'est moyens compliqué. qu'on a, et les moyens Oui. qu'on a, parce qu'avec une classe de 30 élèves, c'est très difficile hein, de se concentrer sur
chacun des 30 et sur leurs besoins, c'est pas évident, c'est pas facile. Et on n'a pas dans le système. Alors, il existe des classes aujourd'hui, à l'heure où on parle, il existe des classes dans certains établissements, dans le mien, il y en a une, qui ont été créées justement pour les migrants mineurs, les jeunes migrants non accompagnés. Et ça fonctionne très, très bien. Mais ça devrait être généralisé. Mais tout est question de budget. Et on le voit, le budget alloué à l'éducation nationale, il est de plus en plus réduit aujourd'hui. Je sais pas, moi, entre les guerres et l'éducation, je choisirais l'éducation, simplement. C'est pour ça qu'on pourrait éviter les guerres de toute façon. Bien sûr. Voilà, donc toujours au niveau de l'actualité, donc Nomade. Alors, Nomade, comment s'est passée ta rencontre avec la maison d'édition? Pardon? Comment s'est passée ta rencontre avec la maison d'édition? Très très bien, je remercie mon éditeur Jean-Marc Collet pour sa confiance, pour ce beau travail qu'il fait, parce que là tu le vois Il y a une très image, belle lumière de coupe. mais le produit fini est vraiment très beau, j'ai adoré. Alors Nomade, c'est le roman de Adama qui est au Mali et qui va se retrouver déchiré entre les traditions d'un côté et le monde qui évolue, donc la nécessité de la culture. Il est d'une tribu, donc des derniers Peuls au Mali, et sa mère va rêver pour lui euh, d'une autre vie dans un premier temps, et elle va l'encourager à quitter le désert avec lequel il a une relation très charnelle, très physique. Elle va le pousser à quitter le désert pour aller à l'école, pour apprendre à lire et à écrire et pour qu'il devienne quelqu'un. Et lorsqu'il apprendra à lire et à écrire, malheureusement, la situation avec l'arrivée de Acme, qui décimera une partie de leur tribu, elle va rappeler Adama et va le mettre face à ses responsabilités. Ce sera à lui de devenir le chef de la tribu et à oublier ses rêves d'études et de modernité. Donc c'est un roman qui dit le désert, qui se veut aussi un hommage à tous ces jeunes, nos jeunes, qui ont laissé leur vie au Mali durant ces dernières années. Et c'est un roman qui essaye aussi quelque part de dire qu'on ne peut pas effacer les traditions d'un peuple, ni les coutumes, qu'un peuple a besoin de ces traditions pour mieux avancer, tout comme le désert continue à avancer. Donc voilà, je vous invite à le lire. Les retours sont très positifs pour l'instant. Et j'ai même un ami qui hier soir m'a dit, je sens encore la brûlure du sable sous les pieds. Je viens de refermer ton nomade et les sensations sont là. Donc c'était un très bel hommage. Un très bel hommage. Oui, tout à fait. Comment as-tu rencontré les éditions La Trace? C'est eux qui sont venus vers toi? Non, 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 c'était par le biais d'une connaissance commune qui leur avait transmis mes textes. Et il est vrai que c'est une aventure qui maintenant laisse des traces et continue à creuser d'autres traces, puisque ça fait quand même plusieurs titres aux éditions La Oui. Trace. Et c'est aussi une preuve de confiance mutuelle renouvelée. Vibration aussi. Alors Vibration, Jean-Marc Collet, l'éditeur, et moi, nous nous sommes rencontrés au salon Livre Paris. Et il a suffi d'un échange pour que l'on mesure que nous avions tous les deux des points communs, l'Afrique, Beyrouth, et c'est parti de là. Et voilà, premier recueil de poésie publié par Vibration, et là, Nomade, qui fera son chemin aussi. J'avais une autre petite question. Est-ce que tu as des rituels d'écriture comme peuvent en avoir tous les écrivains? Ou est-ce que tu écris un peu partout? Est-ce que tu écris chez toi, en musique? Il me faut la mer. Il te faut? Il me faut la mer. Ok. Il me faut la mer. Je suis incapable d'écrire ailleurs. Ceci dit, j'écris dans ma tête, tout le temps. Mais l'acte de l'écriture, il me faut la mer.
Il me faut le bruit des vagues, il me faut le sable, il me faut l'horizon. C'est mon seul rituel d'écriture, quoi. C'est face à la mer que j'écris le mieux. Donc, tu écris où généralement, à peu près? Soit dans mon bureau, face à la mer, soit sur la plage directement. Et alors, je Sur la suis plage de? directement, sur la plage devant chez moi, directement. Et alors, je suis connue par les habitués qui fréquentent le même coin de plage que moi. Donc, Ouais. c'est parti pour un nouveau roman. Bon, c'est amusant, mais c'est sympa aussi des fois sur la plage de croiser des gens et qui sont en train de lire ton livre. Et là, tu te dis, waouh, c'est beau Waouh! ça, waouh, c'est beau. Jusqu'ici, hein, j'ai croisé l'année dernière, l'été dernier, une femme qui lisait sur l'oreiller du sable sur la plage. Et là, je me rapproche, Excellent. je lui dis, oh là, vous avez bien choisi le lieu. Elle me dit, oui, oui, en plus, j'adore. Je lis, je suis emportée. Je ne lui ai pas dit que c'était moi, hein. Ouais, ouais. J'ai poursuivi mon chemin et j'ai dit, bon, ben, génial, quoi. Le voilà C'est sur la top. plage. Voilà. Il est né sur la plage, il est retourné à la plage. Magnifique. Et là, un jour, alors la question complètement un peu folle, si tu devais écrire un roman de science-fiction, quel serait le sujet? Pouf, pas du tout mon domaine. Euh, C'est pour ça que je me pose la question. peut-être, peut-être les hauts de Hurlevent. Ouais. Tu vois, cette ambiance-là. Mais j'avoue que c'est pas du tout mon domaine de prédilection. Euh, mais quel que soit le thème, l'objectif, ce serait de rendre un monde meilleur, quoi, de rendre le monde meilleur, à tout prix. Mais c'est pas encore dans mes projets. Pas immédiat, non. Un roman de science-fiction. Mais c'est pour ça que je te posais la question. C'était la petite question un petit peu folle Oui, de l'interview, parce que je trouve que c'est bien aussi de se dire, voilà, si je devais faire un roman de science-fiction ou un truc qui est pas du tout dans mon domaine, peut-être que ce serait un livre sur les mathématiques. ouh là là, oui, 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 peut-être, oui, ce mystère total. Euh, mais bon, j'y pense pas souvent aux mathématiques, tu vois, donc ça pourrait pas revenir automatiquement. Si un jour je l'écris, j'oublierai pas que c'est toi qui m'as soufflé l'idée. Un livre sur les maths. Et finalement, je suis ressortie. Et c'est Pascal qui m'a inspirée. Alors, donc, est-ce que tu peux me rappeler ton actualité pour les semaines à venir, en fait, les 2 prochaines semaines pour nos auditeurs? Les dédicaces, oui, donc rendez-vous demain déjà à Brinda, au salon Karine Bouvard, de 10h à 18h. Samedi prochain, donc on sera le 19, à Thonon-les-Bains chez Majuscule, de 10h à 13h, et de 14h à 17h à la librairie Anti, Majuscule aussi, mais c'est pas à Thonon, c'est à Anti. Et Ok, puis vendredi 25 à 19h30, ce sera le lancement de Nomade à la librairie L'Instant à Paris à 19h30, rue Lourmel, une librairie qui me fait l'honneur encore une fois de m'accueillir, comme pour chacun de mes titres. Et le samedi, on sera le 25, non le 26, 26. samedi 26, donc le lendemain à 15h, à la FNAC Paris 2, Versailles. Ok. Ah, bonjour Nathanelli aussi, je dis. Pour Nathalie, Et donc voilà, alors moi, évidemment, ton livre est disponible sur toutes les librairies, hein, Fnac, Sorams, voilà, vous pouvez le commander aussi dans les petites librairies indépendantes. Voilà, le livre est aussi, le Grain des mots à Montpellier. voilà, le Grain des mots à Montpellier, tout à fait. À Montpellier, il y a également, on peut le commander à Fier de Lettres aussi. Oui, je suis pas sûre, mais bon,
Après, il faut le demander puis les commander. Oui, après, il est disponible chez Le Grain des Mots. Hein, ça Mais il est c'est disponible sûr. chez Le Grain des Mots, donc qui est quand même. Chez Soramps, à la Fnac, Gibert aussi, hein, il est disponible. Ou sur le site de l'éditeur, qui souvent fait des promotions avec les frais de port offerts. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a une dédicace prévue à Montpellier au courant de l'année au Grain des Mots ou chez Gibert, par exemple? Alors, c'est prévu avec les Amis des Grains des Mots, mais c'est en construction. Et peut-être via aussi la Gazette. Oui. La Gazette Café. Voilà, on est en train de tout planifier. Mais les Amis des Grains des Mots, oui, on prévoit une rencontre. Ce sera probablement vers le mois de juin. Et Parfait. voilà, à voir la Comédie du Livre en attente, je ne sais pas. Voilà, c'est Ok. pas évident la Comédie du Livre. Hein. C'est jamais évident. Pour nous autres Montpelliérains, ce n'est pas évident. Tu es d'accord? Bon, ça va. Pourquoi On pas? verra. On On verra. verra. Voilà. Oui, Bon. on verra. En tout cas, Mona, je te remercie infiniment pour cette rencontre. Voilà, je vous invite vraiment à lire. Enfin voilà, j'invite les gens à lire tes ouvrages parce qu'ils sont très très beaux. Il y a une très belle sonorité. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et c'est des livres qui sont touchants et qui font du bien pour l'humanité. Ça, c'est hyper important. Et donc, je te remercie. Je te dis à très bientôt. N'hésitez pas à suivre son actualité à Mona sur Facebook, Instagram et sur la maison d'édition. Vous pouvez aussi vous abonner aux maisons d'édition. Et encore merci. Je te dis à très, très bientôt. Alors, je tiens à préciser, juste pour nos amis qui nous écoutent à l'international, que l'ensemble de mes titres est disponible via la plateforme Rencontre Auteurs Francophones, qui est une plateforme dirigée par Sandrine, qui fait un boulot fabuleux puisqu'elle nous met à l'honneur et elle met nos titres à l'honneur aux États-Unis, tout en étant très active et très dynamique, avec plein de salons, plein de rencontres. Donc voilà, je tiens à préciser aux amis aux États-Unis, allez sur la plateforme Rencontre Auteurs Francophones. Vous y verrez, c'est la belle francophonie défendue par une grande lectrice et par une personne que je n'ai pas encore rencontrée, hein, Sandrine, mais dont j'ai l'impression que je l'ai connue depuis toujours parce qu'elle partage ces valeurs qui sont les miennes et qui ramènent toujours à l'humain. Donc, bientôt à Miami aussi, hein, le salon du livre de Miami. Vous trouverez également donc mes titres défendus par Sandrine via la plateforme Rencontre des auteurs francophones. Et c'est le mois de la francophonie. Donc, lisons et continuons à défendre et à transmettre nos valeurs. C'est important. C'est ce qu'on a de plus cher. Et merci à Pascal pour m'avoir donné cette occasion, en espérant la rencontrer très bientôt via UbiCart. Le 2 Oui, avril, je pense, c'est. Voilà, on je se vais le verra. noter. On se verra le 2 avril. Voilà. Ok. Très belle fin À d'après-midi. bientôt. Merci Mona. Bisous à tous qui étiez là et merci pour votre Merci à vous. présence. À bientôt. À Merci bientôt. beaucoup Mona. Merci à Je tous. t'en prie, Merci. merci encore. Bye.